Bonjour et bienvenue dans notre magazine. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Thomas Dansbourg. Thomas, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, si vous voulez bien, dans le cadre de ce magazine aujourd'hui, je voudrais revenir sur ce livre que vous avez déjà publié il y a quelques années. C'est « Cessez d'être gentil, soyez vrai », un livre qui est paru aux éditions de l'Homme. Alors, pourquoi est-ce que vous avez souhaité écrire un tel livre ? Parce qu'il m'est apparu de mon propre cheminement que j'avais du mal à être vrai, que j'avais été éduqué pour être très gentil, très poli, et ça m'entraînait pas mal de difficultés, notamment de m'exprimer, de m'affirmer, de prendre ma place, mais aussi d'arriver à écouter l'autre, à le laisser prendre sa place sans m'énerver. Et donc j'ai pensé qu'être vrai, ça pourrait être vraiment d'intérêt public au fond, d'apprendre à vivre des relations authentiques dans l'expression de soi et dans l'écoute de l'autre. Et donc c'est bon de se dire que de temps en temps, il faut cesser d'être gentil. En tout cas, au sens où je l'entends dans mon bouquin, qui est de viser cette gentillesse de façade, celle qui nous fait dire tout va bien alors qu'on pense rien ne va plus, celle qui nous fait dire bien sûr on reviendra avec plaisir chez vous, alors qu'à l'intérieur on réalise que non, on n'a plus envie d'aller chez ces gens-là, c'est pas là qu'on est nourri. Et nous portons donc un masque, une façade, et au fond, parfois ça nous est utile, mais souvent ça nous épuise, c'est fatigant de porter un masque, ça nous étouffe au fond. Je pense qu'au cœur de chacun de nous, il y a le besoin profond de vivre des relations vraies, profondes, fécondes et fluides. Et que ce n'est pas forcément ça qu'on vit. Nous avons donc besoin de faire certains apprentissages pour arriver à vivre la relation vraie, profonde, féconde et fluide. Et c'est ça que le livre propose d'explorer. Justement, dans le cadre d'une relation vraie, on dit aussi que c'est pas toujours, la vérité n'est pas toujours bonne à dire, en tout cas il faut trouver le bon moment. Comment est-ce que l'on peut arriver à cela ? Oui, le bon moment, certainement, les bons mots, la capacité de l'autre à entendre ce qu'on va lui dire, ça demande du tact, de la douceur, de la tendresse, mais également de la force intérieure et du courage pour pouvoir oser aborder certains sujets qui pourraient fâcher, mais qu'il est cependant nécessaire de vider. Par exemple, dans un couple, si vous êtes toujours gentil à accepter tout ce qui se passe sans indiquer vos limites, votre couple ne va pas durer. Vous allez exploser un jour, et donc c'est important à un moment de dire « ça va pas, j'ai besoin qu'on se parle, je voudrais que tu entendes ceci ». C'est pas contre toi, c'est pour nous. Même si je suis en colère, c'est pas une colère accusatrice, c'est une colère affirmatrice et transformatrice. Ce langage-là, il est rare que nous l'ayons appris. Nous avons rarement appris à bien gérer nos émotions. Et au fond, ce livre, Cessez d'être gentil, soyez vrai, est vraiment un manuel d'usage des émotions, à la fois les nôtres et les autres, et celles de l'autre. Si l'autre est en colère, nous avons besoin de développer de l'écoute pour le comprendre. C'est intéressant quand vous parlez, vous dites bien je, et donc on est loin de la conversation klaxon qui est tu. Donc vraiment, quelque part, c'est nous apprendre aussi à ne pas être dans l'accusation. Absolument, et de lâcher l'habitude du tu qui tue, selon l'expression de Jacques Salomé. Effectivement, nous avons l'habitude, quand nous n'allons pas bien, de dire tu m'emmerdes et tu me pompes l'air. Ça ne va pas faciliter l'écoute et la collaboration de l'autre. Par contre, si je transforme ça en sentiments et besoins, je me sens triste parce que j'aurais besoin d'un peu d'écoute. Serais-tu d'accord qu'on se prenne un quart d'heure pour se parler ? Il y a plus de chances, pas toutes les chances, ça n'est pas magique, mais il y a plus de chances que l'autre, effectivement, se sente prêt à contribuer à mon besoin d'écoute si je l'ai exprimé comme ça. C'est donc un travail de transformation de nos systèmes de pensée d'abord et d'expression. Et ça demande donc un peu de recul. C'est ce que j'appelle dans mon travail l'intériorité citoyenne. C'est au service de la vie commune que d'avoir ce recul à l'intérieur de soi pour transformer son attitude. Ce qui est intéressant justement dans votre livre, c'est d'être vrai, c'est d'être gentil, soyez vrai, pardon, excusez-moi. Oui, la petite est intéressant. On va pas faire la psychanalyse de ça aujourd'hui, mais c'est d'être gentil, soyez vrai. Vous proposez à la fin de votre livre un ensemble de verbes montrant à quel point les nuances sont importantes au niveau du langage. Oui, absolument. À la fin du livre, il y a une liste des sentiments agréables, ce qui renseigne nos besoins satisfaits. Je suis joyeux parce que j'ai besoin d'écoute et mon besoin d'écoute est nourri. Je suis enchanté parce que mon besoin de beauté ou de paix, de solitude est nourri. Eh bien, cette liste des sentiments agréables va nous permettre de davantage goûter ce qui va bien et ça renforce notre force intérieure, notre immunité, notre capacité à aller voir ce qui va moins bien. Alors on met aussi, j'ai mis une liste des sentiments désagréables. Je suis en colère, je suis triste, je suis déçu, je suis découragé, je me sens impuissant, j'ai terriblement peur. Ça renseigne mon besoin de reconnaissance, d'avoir ma place, d'être compris, de comprendre, d'être aimé. Et donc je vais apprendre à utiliser les sentiments pour rejoindre mes besoins et les formuler. Et enfin, il y a une liste de mes besoins d'humain qui sont bien notre patrimoine commun. Plus je comprends l'humain là-dedans, en régulièrement me reliant à mes propres besoins, plus je comprends l'humain là-devant, parce que l'autre, il a plus ou moins dans le même ordre les mêmes besoins que moi. Et donc ce travail de connaissance de soi et de fréquentation de l'humain en nous est vraiment une clé
pour comprendre l'autre, être en empathie avec l'autre et avoir l'occasion de traverser les conflits, s'il y en a, de façon plus fructueuse, plus féconde. Souvent, le conflit est une occasion de trouver une troisième voie, plus riche encore que les positions des deux parties. C'est une forme un peu de communication non violente ou bien ça va bien au-delà de cela? Alors, ça va au-delà de ça. Bien sûr que ce que j'enseigne dans mon livre et dans mon travail, dans mes formations, c'est le processus de communication non violente mis au point par Marshall Rosenberg, avec qui je me suis formé il y a plus de 20 ans. Et c'est cette clé de compréhension de l'humain qui est la structure du travail. Mais ça va au-delà de l'enjeu de la simple communication. C'est vraiment un travail de discernement, de connaissance de soi et d'alignement sur son élan de vie. Parce que lorsque nous avons peu de conscience de qui nous sommes, souvent nous sommes pris dans des habitudes, dans des automatismes, dans des programmations, des logiciels si vous voulez, qui ne sont pas vraiment nous, qui ont été transmis par l'éducation, par la famille, par le milieu. Ce n'est pas forcément nous. Or, ce travail de discernement nous permet de démanteler ça et de vérifier est-ce que je suis vraiment moi-même. Et donc il y a vraiment une occasion d'expansion, d'ouverture extrêmement pacifiante et, je dirais, créatrice, qui nous met au service des êtres humains. Donc parfois j'ose dire que c'est peut-être une sorte de voie d'éveil, mais ce mot fait un peu pompeux. En tout cas, c'est une voie de connaissance de soi, permettant de mettre le meilleur de soi au service de tous. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons absolument besoin de citoyens éveillés, créateurs, et qui sont capables d'affronter la transformation de société dans laquelle nous sommes, en étant bien ancrés et bien inspirés. Justement, bien inspiré, il y a cette phrase de l'Évangile qui me frappe en vous entendant, c'est la vérité fera de vous des êtres libres. Cette phrase, comment elle résonne quand on écrit un livre comme le vôtre, Cessez d'être gentil, soyez vrai? Oh ben j'y souscris tout à fait. Alors la vérité, évidemment, qui peut la définir? En tout cas, tendre vers la vérité, tendre vers cette résonance solide de ce qui est vrai, de ce qui est constant, de ce qui demeure, à travers les formes diverses que nous rencontrons et qui, elles, sont transitoires et précaires. Quel est le fil rouge qui traverse ça? Sentir que notre vie s'aligne sur cette solidité, cet axe-là, je pense qu'effectivement, ça nous permet d'être libres par rapport aux tendances, aux modes, au climat variable, aux critiques bien sûr, mais aussi d'être plus libre par rapport à notre vie émotionnelle qui par nature est très changeante et mouvante. Donc pouvoir sentir qu'on a une ligne de fond, c'est extrêmement libérant. Et je souhaiterais que nos contemporains puissent de plus en plus acquérir cette connaissance de soi et qu'elle soit donc enseignée, ce qui n'est pas encore le cas du tout. Ça n'est pas dans les programmes scolaires, ça n'est pas dans l'éducation religieuse, ça n'est pas dans les programmes universitaires. Moi, j'ai fait un métier d'avocat dans ma première tranche de vie et qui était donc un métier d'écoute, de tentative de compréhension de la difficulté humaine, de la souffrance, des conflits. J'étais en rapport avec les émotions tout au long de ma journée. Je n'ai pas reçu un cours d'intelligence émotionnelle, pas un cours d'écoute et d'empathie, pas un cours de compréhension de ce qu'on appelle aujourd'hui l'analyse systémique, c'est-à-dire le système relationnel qui s'instaure entre 2, 3, 4, 10 personnes qui sont en relation. Il y a une écologie relationnelle qui s'instaure. Je n'ai pas été formé du tout là-dessus. J'ai juste été comme avocat formé pour faire un contrat bétonné, une recherche pointue ou une plaidoirie convaincante. J'étais éduqué pour faire et pas pour être disponible, empathique, à l'écoute. Aujourd'hui, je réalise que nous avons absolument besoin de commencer depuis la maternelle avec des cours de connaissance de soi, de gestion des émotions, de capacité d'empathie pour l'autre à travers sa différence. Ça me paraît citoyen. Il est vrai que au XXe siècle, on a beaucoup travaillé sur le QI, le quotient intellectuel, puis il y a eu cette fameuse découverte du quotient émotionnel, et aujourd'hui on parle aussi du quotient spirituel, non pas d'une question de foi, mais une question de sens. C'est quelque chose que vous découvrez aussi dans votre pratique? Absolument, effectivement, cette notion d'intelligence et de quotient spirituel, c'est-à-dire la capacité à percevoir l'esprit des choses. C'est l'origine du mot spirituel, spire en sanskrit, le souffle, qui semble être la notion qu'on le retrouve dans la plupart des traditions d'ailleurs. Il y a un souffle qu'on appellera peut-être l'Esprit Saint dans la tradition chrétienne ou Jésus, mais dans d'autres traditions, on parle aussi de ce souffle, de l'inspiration, de ce qui permet à la vie de se maintenir à travers ces différentes formes. De nouveau, il y a une continuité. Et je pense profondément que nous pouvons éveiller notre discernement par rapport à ça, capter davantage le souffle pour être porté, pour être nourri, quels que soient les mots que l'on mettra. Et je souhaite vraiment que chacun se sente respecté dans son vocabulaire, dans sa façon de nommer ça, d'appréhender ça. Ce que j'observe dans mon travail de conférencier, où je parle à très, très grand public, c'est que quand j'évoque cette notion de souffle, ça semble parler à tout le monde, même les gens qui se disent « je suis tout à fait athée ». Il y a quand même cette conscience que la vie est poussée, promue par quelque chose qui fait que ça demeure, malgré les catastrophes, malgré les cataclysmes,
malgré le chaos, quelque chose demeure et semble inspirer quand même. Et personnellement, je souhaiterais que nous soyons davantage ancrés là-dedans, éveillés à cela, sans être cloisonnés dans des appartenances qui souvent génèrent de la tension. Thomas Lansbourg, merci à vous. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.